Bonjour, c'est Maïté la kiné. Je vous souhaite la bienvenue chez TechCare. TechCare, c'est le podcast qui t'aide et t'accompagne pour prendre soin de toi. Nous allons parler ensemble de santé, de sport, de nutrition, mais aussi du bien-être physique et émotionnel. Tous les 15 jours, vous retrouverez un épisode avec un expert dans son domaine, qui viendra partager ses connaissances et son expérience avec nous. Ou alors avec une personne, qui vient nous raconter son parcours, son histoire, ses embûches, et on l'espère, sa guérison et ses solutions, qui pourront t'inspirer, t'aider ou te donner du courage pour en parler et consulter. L'objectif, c'est que chacun de ces épisodes t'aide à mieux connaître ton corps, son fonctionnement, et surtout les astuces et les meilleurs conseils pour en prendre soin. Car n'oublie pas, la santé ne s'achète pas. La santé se construit avec des petits gestes du quotidien. Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup. Et surtout, cela aidera un de tes proches, ta famille, tes amis, bref, un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Belle écoute. Alors bonjour Pierre et bienvenue sur TechCare Podcast. Alors aujourd'hui je suis ravie de te recevoir, alors pas seulement pour tes compétences en kiné, mais surtout pour venir nous raconter en fait ton expérience en tant que patient, car pour ceux qui le savent, on est au mois de novembre, et le mois de novembre c'est pas forcément la Movember, c'est aussi le mois sans tabac. Alors Pierre, bienvenue, et avant de commencer à parler un tout petit peu du tabac, je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Donc moi c'est Pierre, je suis kiné depuis maintenant plus de 7 ans. Je travaille sur Angers dans mon cabinet libéral et je m'occupe aussi en parallèle d'une équipe de professionnels de hockey. Après que dire, je suis marié, je suis tout jeune papa d'une petite Alais, fatigué parce qu'elle fait toujours passer nuit, mais ça va. C'est ce que j'allais dire, félicitations. Et puis bon, on sait qu'il te manque un peu de sommeil, mais au moins tu es là pour venir partager ton expérience. Donc merci beaucoup. Puis je pense aussi, t'as pas précisé, tu es aussi kiné du coup sur Instagram. On peut te retrouver sur ton pseudo. C'est ça, sur mon pseudo Reducman. Ouais, voilà, je le mettrai de toute façon dans la barre de commentaires. S'il y en a plein qui veulent te suivre, qu'ils hésitent pas. Donc aujourd'hui, on est là pour parler du coup du mois sans tabac. Alors comment est-ce que tu as commencé réellement à fumer en fait? Moi je fumais déjà depuis pas mal de temps. Je crois que j'ai commencé, c'était en seconde. J'étais en seconde, donc ça date de 2006. Et j'ai commencé comme ça. Tu sais, au début tu fumes une clope de temps en temps, une clope par-ci par-là, et à un moment, tu vas acheter ton paquet, et voilà. Et c'est souvent moi je sais que ça s'est fait comme ça, et pour en avoir parlé avec d'autres personnes, souvent ça se fait. Je sais que ça se fait quand même souvent comme ça. Où tu fumes une clope par-ci par-là, et après derrière, tu prends goût, et donc forcément, derrière tu tombes dedans parce que c'est quand même vachement addictif, quoi. C'est sûr, et puis surtout quand on commence jeune, après ça s'ancre assez vite, et au final, ça peut compliquer un peu pour arrêter de fumer aussi. C'est ça. Et ouais, après moi j'avais juste arrêté assez tôt derrière. J'avais arrêté pendant 2 mois. L'année d'après, 2007, du coup, j'avais arrêté pendant 2 mois, et pareil, j'ai refumé en soirée, je crois. J'ai un pote qui m'a proposé une fin. C'était à l'époque où il y avait pas le Covid, on pouvait prendre les fins facilement. Et du coup, j'ai pris une fin, et après reparti, voilà, rebelote. Et là après, depuis, j'avais jamais arrêté jusqu'à du coup 2018. Ouais, et qu'est-ce qui avait fait que la première fois, tu avais déjà voulu arrêter? C'est parce que tu t'es rendu compte de quelque chose ou juste parce que tu savais que c'était mauvais pour la santé, tu voulais arrêter? Absolument pas, j'étais juste privé de sortie parce que j'avais fait plein de conneries. Et du coup, en fait, j'avais plus de téléphone, j'avais plus d'argent de poche, j'avais plus rien du tout, donc parce que j'avais fait des bonnes conneries. Donc du coup, plus d'argent, c'est-à-dire plus de club, donc et en plus, plus de sortie, donc plus voir les potes, donc plus le temps, plus d'occasion de fumer, donc c'est pour ça que j'avais arrêté. Ouais, parce qu'on est d'accord, le fait d'être, en fait, en société avec tes potes, ça t'augmentait l'envie de fumer. Ah complètement. Et tu fumais qu'à ces moments-là, en fait? Ah non, 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 après je fumais, moi je sais que je fumais tout seul aussi. Je fumais tout seul surtout le soir, en fait. J'en fumais pas beaucoup quand j'étais au lycée. Je fumais peut-être un peu plus, je fumais 4-5 clopes la semaine, mais dont une le soir où en fait je faisais tout un stratagème. Moi j'étais au premier étage, et en fait du coup je m'installais sur le rebord de ma fenêtre, je tirais la fenêtre derrière moi pour éviter que l'odeur rentre, et en fait je fumais ma clope comme ça. Et après le week-end je fumais un peu plus parce que forcément on avait des fois les soirées, après des fois aussi le samedi
après-midi tu sortais. Voilà, donc aussi pour ça que je fumais un peu plus à ce moment-là. Ouais, et du coup, en 2018, qu'est-ce qui a été pour toi le révélateur pour te dire: «Allez, je vais essayer d'arrêter»? En fait, ça faisait longtemps que j'avais un peu l'idée en tête, mais tu sais, j'avais pas vraiment la motivation vraiment à proprement parler. J'avais pas le. Je me suis dit, de toute façon, je m'étais toujours dit, ça viendra quand ça viendra. Je vais pas me prendre la tête à vouloir arrêter en fonction de ce que les gens vont me dire. Je veux vraiment me faire en fonction de comme moi je le sentirais. Et c'est vrai que c'était une période, il y a 2 ans, où je me posais la question pas mal. Et en fait, j'ai fumé une clope juste avant d'aller faire un don de plasma, chose très intelligente. Donc forcément, le don de plasma, c'est pas forcément très très bien passé, sauf que je l'avais déjà fait et ça s'était bien passé les fois d'avant. Mais là, cette fois-ci, ça s'était très mal passé. Ça avait duré extrêmement longtemps. Ça avait même pas réussi à aller jusqu'au bout et forcément derrière, ça m'a vachement fait réfléchir. Et j'avais un rendez-vous chez le médecin juste après pour faire un certificat de pratique de sport. Et du coup, je me suis dit, il me restait plus qu'une clope dans mon paquet, j'avais plus d'autres derrière. Après le don de plasma, bon, après c'était juste la dernière, je me suis dit, c'est ma dernière, je vais demander au médecin les patchs et c'est parti. Et depuis, j'ai jamais touché une clope. OK, bah, c'est cool, et du coup, ton médecin, comment il a accueilli la chose? Qu'est-ce qu'il t'a proposé? Est-ce que du coup, il t'a donné directement les patchs ou est-ce que vous avez parlé un peu? Non, on a parlé, on a vachement parlé. Après, il m'a fait passer tout un tas de questions. Il m'a posé tout un tas de questions aussi pour évaluer un peu mon niveau de dépendance. Par rapport, du coup, comme les patchs, il y a 7 mg, 14 ou 21, il fallait savoir lequel était le plus adapté à ma consommation. Donc là-dessus, il m'a quand même vachement orienté. Après, voilà, il m'a fait les prescriptions. Il m'a dit que normalement, j'avais rien à débourser par rapport à la prise en charge avec la mutuelle, etc., etc. Et après, il m'a dit, bon, on se revoit dans un mois, on fait le point, et en fonction, on réadaptera. Et après, il m'a donné aussi un numéro d'un tabacologue si jamais j'avais besoin. Et j'ai jamais appelé, mais après, non, il a été vachement à l'écoute. Et voilà, il m'a conseillé, il m'a dit, si à un moment il y a une envie, faut pas en avoir non plus si peur que ça, faut juste essayer de faire autre chose, de trouver autre chose. Et grâce à ça, bah voilà, j'ai réussi à arrêter une bonne fois pour toutes, quoi. Mais c'est bien, mais du coup, l'écoute du médecin a dû jouer aussi au final? Forcément, ouais. Forcément, je pense que s'il y en a un, il m'avait juste dit, bah tiens, je te donne les patchs et basta. Oui, j'aurais peut-être pas eu toutes les armes que j'avais et du coup, j'aurais peut-être recraqué plus facilement, quoi. Et là, je précise aussi, on parle du coup essentiellement là du médecin généraliste parce que toi, ça a été ton cas, mais il y a aussi les sages-femmes, les infirmiers, les chirurgiens dentistes, les kinés qui peuvent aussi prescrire des patchs. Après, moi, j'ai tendance à souvent conseiller en fait de trouver quelqu'un qui domine quand même un peu ce sujet-là. Moi, je sais que chez nos confrères et consoeurs, tout le monde n'est pas forcément habilité à accompagner ces patients-là, et puis on n'a pas de cotation non plus spécifique pour ça, donc c'est un peu compliqué. Il faut surtout trouver un professionnel de la santé en fait qui peut vous accompagner et vraiment, vous écouter dans ce moment-là pour que vous puissiez bien arriver à arrêter de fumer en fait, clairement. Ce que je voulais juste dire, c'est que t'as dit le bon mot, c'est qu'il faut trouver quelqu'un qui domine le sujet, qui connaît le sujet. Parce que si tu connais rien, tu peux pas forcément bien conseiller la personne et derrière, c'est compliqué, quoi. Ah non, mais exactement. Moi, je sais personnellement, justement, enfin, attends, avant de dire ce que je pense, je vais juste te poser une question. Les patchs, du coup, comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il t'a donné des conseils sur les patchs? Où les appliquer? Quand les enlever? Enfin, Pas forcément beaucoup de sa part à lui, c'est plus après quand je suis à la pharmacie où la pharmacienne elle m'a expliqué où est-ce qu'il fallait les mettre, comment il fallait les mettre. Donc après c'est les patchs sur l'épaule c'est le mieux. Après une épaule un jour, une épaule l'autre jour. On l'enlève on l'enlève le soir et on le met le matin, etc. Mais après c'est la pharmacienne qui m'a vraiment beaucoup expliqué ça et pas du tout le médecin par contre. ouais, ouais, mais tu as eu quelqu'un qui a pu te l'expliquer, et du coup, si tu avais envie de fumer, est-ce que tu sais comment ça se passait si tu avais le patch ou pas? Oui, il fallait que j'enlève. Il fallait que j'enlève parce que sinon ça fallait double dose de nicotine. Moi, c'est ce que j'avais compris. Alors après, j'ai peut-être mal compris, mais Non, mais pas de souci. Enfin, en fait, ça, si tu veux, c'est une énorme idée reçue qu'il y a sur les patchs et qui est justement beaucoup retranscrite, mais même des fois dans le monde de la santé. Moi, j'invite tout le monde, tous les professionnels de santé, à essayer si ça les intéresse, en fait, de se former. La sécurité sociale forme certains professionnels de santé. Et en fait, le but du patch, en fait, c'est de le garder si on a envie de fumer. Pourquoi? En fait, le but du patch, ça va être de venir en fait saturer les récepteurs à nicotine. Donc, on a en fait au niveau du cerveau qui en plus est dans une zone qui va délivrer du plaisir en fait. Et le patch, du coup, va délivrer la nicotine pour bloquer ces récepteurs-là, ce qui va faire que si, par exemple, déjà, tu vas surtout, normalement,
pas forcément avoir envie de fumer vu que ces récepteurs-là seront bloqués. Et sinon, si tu fumes, en fait, le but du jeu, c'est de garder les patchs pour quand tu vas fumer, la nicotine qui est présente dans la cigarette ne vienne pas se fixer sur ces récepteurs et donc pas déclencher si tu veux, la récompense, quoi, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, si on doit fumer, en fait, avec les patchs, normalement, le but, c'est de pas fumer, mais si on a une envie de fumer, on peut fumer avec les patchs, justement. Et à force, des fois, les patients, ils disent, ben, en fait, j'ai eu un problème, mon paquet, ma clope, elle était pas bonne. Enfin, en fait, ils le disent au niveau du goût. Ils ont l'impression que la cigarette, elle est plus aussi bonne qu'avant. Et en fait, c'est juste que le cerveau est en train de dissocier cigarette et décharge de nicotine, donc décharge de plaisir. OK. Donc, si tu veux, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire aujourd'hui, en sachant que normalement, je pense que je vais essayer de faire un épisode avec un tabacologue pour qu'il puisse nous expliquer un peu plus en détail. Mais c'est quelque chose qui est important à savoir parce que moi, personnellement, quand je parle avec des patients, il y en a plein qui, en fait, quand ils fumaient, ils enlevaient les patchs. Et du coup, moi, je leur dis, bah, c'est dommage parce que le but du patch, c'est de saturer les récepteurs. Et c'est pas dangereux d'avoir une surcharge de nicotine. Enfin, du moins, aujourd'hui, c'est pas prouvé que ça soit dangereux. Donc voilà. Mais bon, toi, t'as pas eu besoin vu que tu n'as pas refumé et tant mieux. La seule chose que j'ai fait, c'est au nouvel an qui a suivi, j'ai fumé cigare. Les deux nouvel an là qu'on suivi, j'ai juste fait ça, j'ai juste pris un cigare. Mais après, toi, ça t'a pas forcément redonné envie de refumer. Non, clairement pas, du tout, parce que c'est pas du tout le même geste. Là, c'est crapoter, alors que la cigarette, c'est vraiment tirer et avaler la fumée. Donc, c'est pas du tout c'est pas comme on le sait dans l'arrêt du tabac, il y a une grosse part de gestu. Comme c'est pas le même geste, en fait, mon cerveau n'est pas du tout associé à la même chose. Donc, ça a été beaucoup plus simple. Et du coup, toi, dans ton arrêt, on est bien d'accord, t'as arrêté en fait du jour au lendemain. Tu t'es dit, c'est ma dernière clope. Le lendemain, je mets les patchs et c'est bon. C'est ça, du jour au lendemain, comme ça. Je t'avoue que ça a été dur, surtout que j'ai pas choisi la meilleure des périodes parce que ça, je me rappelle, c'était un vendredi. Donc le samedi d'après, ça va, on n'avait pas de soirée. Mais le samedi qui a suivi juste après, donc 8 jours après, j'avais l'anniversaire d'une pote à moi. On était une quinzaine dans l'appartement. Allez, je crois que sur la soirée, on était 3 non-fumeurs. Et bah là, l'envie, elle était au summum. Mais en fait, du coup, déjà, ce que j'avais fait, c'est que j'ai pas bu. Parce que moi, je sais que j'avais vachement, c'est-à-dire quand j'étais sous, j'avais tendance je pouvais enchaîner clope sur clope. Donc, je savais que la première fois, fallait pas que je boive ou très très peu pour éviter justement d'avoir encore plus envie. Et derrière, en plus, à un moment, je sais que j'ai eu vraiment très très envie. Et là, bah, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il fallait que j'associe l'envie à la douleur. Et en fait, j'ai demandé à ma femme de m'enfoncer ses ongles dans la peau de l'avant-bras. Et bah, ça, c'est bien fait. Elle l'a fait. Et du coup, mon envie, elle est passée tout de suite. Et derrière, à chaque fois que j'avais envie, souvent, j'associais ça un peu à cette sensation de douleur dans l'avant-bras. Et je sais qu'on souvent il avait on voyait des gens avec les élastiques. C'est un peu le même principe, mais un peu différemment. Et voilà, vraiment associer l'envie à cette douleur-là, ça m'avait vraiment aidé par contre pour arrêter, en tout cas sur le premier mois, quoi. Ah ouais, ouais, mais c'est une bonne astuce. Au final, surtout si ça a marché sur toi, c'est top, hein. Mais à ce moment-là, du coup, t'as eu vraiment envie de fumer et tu penses que c'est vraiment en associant avec la douleur que ça t'a fait passer l'envie? Je sais pas, mais je pourrais pas être sûr à 100%, mais ah ouais, l'envie, elle était monstrueuse, hein, ça, j'en tremblais, donc tu sais vraiment en état de manque, quoi. J'avais beau avoir Mmh. le patch, j'étais en état de manque et du coup, je peux pas dire à 100% ouais, que c'était ça qui m'a fait passer l'envie, mais j'avais besoin de m'occuper et elle a enfoncé ses ongles tellement fort que franchement, j'ai bien mis 2 3 minutes à me remettre de la douleur déjà, donc forcément l'envie, elle était passée derrière. Tu eu un bon soutien de ta femme. Est-ce que tes amis justement qui étaient présents à cette soirée, vu que tu as dit que vous étiez que 3 non-fumeurs, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir, comment tu t'es comporté avec eux et eux comment ils se sont comportés avec toi? Est-ce que directement quand tu es arrivée à la soirée, ils étaient au courant que tu avais arrêté en fait ou pas? Est-ce qu'il y en a un quelqu'un qui t'a reproposé une clope ou pas? Alors non, ça, en fait, je les avais prévenus avant que, oui, j'avais déjà arrêté de fumer depuis une semaine, que c'était dur, que j'aurais besoin qu'ils me fassent pas trop chier.
et que le premier qui commençait un peu trop à me titiller, vu que j'étais sur les nerfs, fallait pas aller me chercher trop vite et trop fort, parce que sinon je pense que je me serais énervé un peu. Ça, ils étaient prévenus un petit peu, et en fait non, et du coup ils ont tous été hyper cool. Il y en a aucun qui m'a proposé. En fait ils sont un peu entre guillemets relayés, c'est-à-dire qu'ils allaient pas tous fumer tous en même temps, tu vois, ils allaient par petits groupes, donc du coup en fait ça faisait moins on était mis à l'écart entre guillemets d'être que les trois à pas fumer, tu vois. Donc ça a été quand même hyper bien sur ce côté-là, quoi. Et au niveau du travail, comment ça se passait? Parce que, enfin, j'imagine, mais là je peux me tromper, que c'est vrai quand on est kiné, des fois ça arrive entre 2 patients, on se dit: «Bah allez, je vais fumer». Est-ce qu'au niveau du boulot, tu trouvais dur de ne plus fumer ou non, au final, c'était peut-être l'endroit le plus facile pour ne pas fumer? Quand j'arrive le matin et quand j'ai fini, quand je prends ma pause le midi, toute cette partie-là, et pareil le soir, ça, et l'après-midi, pareil, ça allait. C'était vraiment la pause du midi, moi. Avant manger, il y avait pas trop de soucis. Celle-là, je l'ai enlevée avec pas forcément trop de difficultés. Par contre, celle après manger, et c'est toujours celle un peu qui me manque, et que je sais que de temps en temps, je me dis, ouais, une petite clope après manger, ça ferait du bien. Et c'est vraiment celle-là où j'ai vraiment eu énormément de mal à l'enlever, et parce que celle-là, c'était vraiment un calvaire à chaque fois. Mais sinon, toutes les autres dans la journée, je sais que je fumais souvent. Par exemple, quand j'étais en domicile, en revenant de domicile, j'en fumais une. Bah, celle-là, je l'ai arrêtée comme toi du jour au lendemain sans forcément m'en rendre compte. Les deux qui étaient dures, ouais, c'était vraiment celle après la pause du midi, après manger, et celle en sortant du boulot aussi. Celle en sortant du boulot pour bien décompresser, pour bien, tu sais, celle où tu fais. Celle-là, elle a été dure aussi, hein. Tout le reste, sinon, aucun souci, quoi. Après le repas, tu as tendance à boire du café ou pas? Là, c'est juste pour moi, personnellement, parce que j'ai remarqué qu'il y a des patients, souvent ils le disent, en fait, le plus dur, c'est justement le café clope, quoi. Ils l'associent beaucoup et des fois, il y a des patients qui arrêtent. Moi, je bois jamais de café. Voilà, donc moi, je bois du thé de temps en temps, mais c'est rare. Et du coup, j'avais jamais associé l'un à l'autre, donc ça a été beaucoup plus facile par rapport à ça. Mais c'est vrai que pour avoir connaissant des gens qui fument et qui boivent du café, c'est vrai qu'ils associent toujours café clope. Il est connu, et c'est vrai qu'ils l'associent énormément. Le jour où ils arrêtent la clope, bah le café, lui, est toujours là, donc le cerveau, il se dit, bah il me manque un truc, quoi. C'est ça, et souvent, moi, j'ai remarqué que c'était aussi une des cigarettes les plus dures à arrêter pour beaucoup de patients, en fait. Et donc parce qu'après, du coup, tu t'es quand même rendu compte, en effet, comme tu l'as dit, qu'il y avait des cigarettes qui étaient plus faciles à supprimer. Selon toi, c'est pourquoi elles étaient plus faciles à supprimer? Parce que tu fumais comme ça parce que tu avais 5 minutes ou non? Non, parce que je t'avoue, je sais pas, j'arrive pas forcément à expliquer pourquoi le comment, mais je pense que c'était les cigarettes, celles qui ont été les plus dures à enlever. C'était peut-être celles que je prenais le plus de plaisir à fumer. Je le dirais comme ça. C'est pas forcément. Il y en a certaines. Moi, j'ai toujours fumé par plaisir, parce que déjà, quand j'étais petit, l'odeur de la cigarette, j'adorais ça. Donc, et même encore maintenant, ça me dégoûte pas. Et c'est ça le souci que j'ai encore, c'est que l'odeur, elle me dégoûte pas forcément plus que ça. Sauf le tabac froid, mais l'odeur, quand elle est en train de se consumer, ça me gêne pas. Bah, au contraire. Non, franchement, je me suis toujours posé la question de pourquoi il y en avait certaines qui étaient plus dures que d'autres. Mais à part le plaisir, vraiment la sensation que ça déclenchait, ouais, j'ai du mal à trouver une autre explication, quoi. Et justement, là, dans ce que tu as dit, c'est intéressant, c'était que encore aujourd'hui, du coup, l'odeur, n'était pas désagréable et du coup, comment tu fais? Enfin, elle est pas désagréable juste parce que tu aimes bien la sentir ou parce que ça te donnerait, en fait, envie de refumer? Et si c'est le cas, quelle stratégie tu mets en place? Enfin, si stratégie il y a pour ne pas être tenté de céder à la tentation, clairement. Franchement, moi, je sais que je recraquerai pas, mais ça, c'est juste de la fierté. Je sais que ça fait 2 ans que j'ai arrêté. Je veux pas avoir fait tout ça pour rien, pour reprendre. Et ça, c'est juste j'ai la tête tellement dure que je sais très bien que je replongerai pas. Mais non, c'est sûr qu'après, quand j'ai envie, parce que ça m'arrive, et surtout le premier confinement, ça m'a fait vraiment du mal, parce que j'avais vraiment envie de fumer, parce que bah, le fait d'être à la maison et tout ça. Mais
non, après, du coup, tout ce que j'avais mis en place la première fois, du coup, je remets en place de temps en temps. C'est-à-dire, quand j'ai envie de fumer, soit je prends mon téléphone, je joue un peu, soit c'est bête à dire, moi je sais que c'est à cause de ça que j'avais lancé Instagram, c'est parce que du coup, je vais faire un montage vidéo, je vais lire un truc, il faut vraiment que je m'occupe le moment où j'ai envie, je m'occupe et après ça passe tout seul. Mais sinon, après, non, je sais que je craquerai pas. Ça, là-dessus, je me connais. Je sais là-dessus, il y a aucun souci. Surtout qu'en plus, voilà, maintenant, par rapport à la petite, ça me fait une motivation plus importante. Et clairement, j'ai pas envie d'avoir à 50 ans un cancer, un truc comme ça, et du coup, voilà, ce soit la merde derrière, quoi. Donc, non, maintenant, ça m'offre encore plus de motivation à pas reprendre, quoi. C'est sûr. Non, c'est sûr et sur ça, tu peux être fier, hein, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui banalisent un peu, le tabagisme, alors qu'au final, il y a quand même 82 des cancers du poumon qui sont liés au tabagisme actif. C'est quand même énorme. Enfin et nous, en tant que kiné, enfin, je sais pas toi, mais moi, je sais qu'en stage, quand on va voir, ceux qui ont, des BPCO ou tout simplement le cancer, enfin, c'est quand même pas les patients les plus rigolos, dans le sens où ils peuvent vraiment plus faire grand-chose. Donc des fois, ça peut aussi être une source de motivation. Donc toi, du coup, de toute façon, il y a la fierté et tant mieux parce que du coup, c'est ça qui te motive encore plus, quoi. Bah, c'est ça, après, c'est tellement personnel. Bah, de toute façon, comme tout, hein, je pense que dans la vie, tout est personnel, la manière dont on arrête, dont les astuces. Mais là, du coup, c'est intéressant de voir ton cas, sur, qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter, en fait, clairement, et comment tu as pu mettre tout ça en place. J'avais aussi une autre question, c'était, est-ce que tu as remarqué des choses positives, en fait, depuis ces 2 ans où tu as arrêté de fumer, en fait, sur ton corps, sur, ta vie, sur, je sais pas, plein de choses? Le goût, mais oh là là, c'est alors la nourriture et c'est bête à dire, mais le vin aussi. Moi, j'adore le vin rouge et je me fais passer pour un alcoolique en plus, c'est bien. Énorme. Et ouais, le goût, franchement, c'est un truc de fou. C'est là où je redécouvre un peu. Au début, j'ai redécouvert tous les aliments au fur et à mesure, parce que en fait, c'est là où tu te rends compte que c'est fade en fait ce que tu mangeais avant, c'était fade quoi. L'odorat aussi, mais j'ai moins l'impression d'avoir perdu en odorat qu'en goût pendant que je fumais. Mais là, c'est vrai que le goût, il est vraiment bien revenu. Après, c'est vrai, de toute façon, c'est pas un mythe, hein, l'essoufflement aussi, il est quand même beaucoup plus, et je suis beaucoup moins essoufflé par rapport quand je faisais un truc qu'avant, hein. Même si j'avais toujours tendance à avoir continué à faire un peu de sport, etc., etc. Des fois, j'avais un essoufflement où c'était pas un essoufflement normal parce que j'étais fatigué, je venais de faire un effort. C'était vraiment je sentais que des fois, c'était les poumons pas qui étaient pas assez costauds, mais qui avaient un petit peu de mal à suivre le rythme, quoi. Et toi, tu dirais que le goût, il est revenu à partir de combien de temps? Est-ce que ça a mis beaucoup de temps ou pas? Ça dépend pourquoi. La nourriture, c'est revenu assez vite. Je crois que ouais, ça fait 3-4 mois, je crois, la nourriture à peu près. 3-4 mois la nourriture et après l'odorat, celui-là encore un peu plus tôt, je crois. Déjà dès le Nouvel An, j'avais l'impression de retrouver un peu plus d'odorat. Mais le goût, ouais, assez vite quand même, sauf sur certains trucs. Par exemple, le vin rouge, c'est plus venu au bout un an et demi, où là, j'ai vraiment commencé à sentir les petits trucs subtils, quoi. Mais et avant, en fait, je me disais, en fait, je buvais les trucs, mais sans me rendre compte si c'était bon ou pas, quoi. Après là, du coup, je vais donner des chiffres qui sont théoriques, mais du coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis, puis ça peut motiver plein de monde. En fait, en moyenne, ils disent que c'est à partir de 48 heures après la dernière cigarette que le goût et l'odorat, ils peuvent commencer à s'améliorer parce que les terminaisons nerveuses du goût, en fait, elles commencent à repousser. Donc ça peut prendre, peut-être un peu plus de temps, mais c'est quand même ultra rapide, en fait, 48 heures. Quand on dit c'est 2 jours, c'est rien du tout. Et par rapport à l'essoufflement, ils disent que c'est à peu près 8 heures après la dernière cigarette que, en fait, les cellules, elles peuvent commencer à se re-oxygéner, correctement et que c'est à peu près 72 heures après que les bronches, elles commencent à se relâcher et qu'on se sente de plus en plus énergique. Alors je sais pas si toi, c'est ce que tu perçu ou pas, mais en tout cas, même si c'est 2-3 mois, ça a quand même été vachement rapide et ça peut être source de motivation pour plein de monde, quoi. Ouais, parce qu'après, les chiffres que tu donnes, c'est là où ça commence à venir. Donc après, le temps que t'as une différence au point de vue clinique,
Ça, après, ça dépend le nombre de temps que tu as fumé, la quantité que tu as fumé. Je pense que tout ça, ça doit rentrer aussi en jeu sur quand tu retrouves vraiment le goût de toi dans ta vie de tous les jours, quoi. C'est sûr. Après, le truc, moi, je sais en tout cas pour les patients, des fois, qui manquent un peu de motivation, donc c'est pas qu'ils manquent de motivation, mais qui aiment bien, tu sais, les trucs concrets. Moi, je sais que le tabacologue avec qui je travaille, il leur fait tester, alors je sais plus le nom de l'appareil, mais c'est un appareil dans lequel tu souffles, qui calcule le monoxyde de carbone, en fait, et il les fait tester, en fait, quand ils fument encore. Il leur donne le chiffre et il leur dit: «Bon, ben, vous revenez, dans 8 heures, quand vous et vous essayez de pas toucher une cigarette et vous revenez» et en fait, ben, là, les patients voient, en fait, que déjà, là, le monoxyde de carbone, il a fortement baissé et Mhm. si tu veux, des fois, il y en a certains, c'est le tout début qui est compliqué et ça peut les motiver, en fait, à se dire: «Bah oui, là, c'était 8 heures, j'ai réussi, je peux continuer, quoi» et ça vaut le coup. C'est clair. Donc voilà, mais bon, il y en a d'autres comme toi qui sont vachement forts et qui ont pas besoin de tout ça. Mais il y a plein d'outils. Vraiment, il faut pas hésiter à consulter. Moi, c'est vraiment l'application aussi, l'application où ça calcule le nombre de cigarettes que t'as pas fumé, l'argent que t'as économisé, où t'as des petits trucs, justement quand tu disais que le goût est censé revenir, que les bronches commencent à être de mieux en mieux. Où en fait, moi, c'est une application, j'ai pas d'action chez eux. Ça s'appelle Quit, Kwit, et en fait, c'est une application où en fait t'as des récompenses en fait à chaque fois que ça fait au bout d'un certain temps. Et même après, tu peux voir aussi bah, du coup l'argent économisé et du coup tu te dis ouais bon bah j'ai pas fait ça pour rien non plus. Et c'est vrai que quand t'as une petite descente, une petite envie qui vient, tu regardes ça, tu regardes tout ce que t'as déjà réussi à accomplir, ça t'aide aussi à pas recraquer. Et c'est vrai que l'application là-dessus, moi je la recommande forcément. Après c'est celle-là, ça peut être une autre aussi. Je sais qu'il y en a plusieurs qui existent. Mais le fait d'avoir entre guillemets un retour et une source encore plus de motivation, moi ça m'a vachement aidé par rapport à ça. Après, comme on dit depuis tout à l'heure, c'est tout est personnel, mais si on peut, si voilà, si ça peut aider au moins une personne, ce sera toujours ça de prix, quoi. C'est ça et puis comme tu l'as dit, il y en a plein des applications, mais en effet, c'est vrai que même notre cerveau, quand il voit qu'on a commencé à entamer un truc et que si tu recommences à fumer, bah, ça repart à zéro, c'est logique, il a pas envie de s'arrêter maintenant, quoi, donc et puis quand tu vois la somme que tu peux économiser, bon, tu sais pas où est-ce qu'il est passé l'argent, mais c'est hallucinant quand même. Bah attends, je vais te dire combien j'en suis là. Moi, je la regarde toujours de temps en temps, mais alors de moins en moins souvent. Mais je la regarde là, tu vois, du coup, je suis à 106 semaines, 4 745 €, 521 paquets. Et du coup, en termes de cigarettes, ça fait, attends, 10 429 cigarettes. Non, mais c'est énorme, enfin, tu vois, moi sur ça, putain, tu peux être vachement fier, quoi, parce que tu te dis: «Mais ça vaut le coup, quoi». Ah bah clairement. Bah après, comme tu dis, par contre, les 4 000 €, je sais pas où ils sont passés, mais je les ai pas forcément vus. Après, je sais qu'il y en a certains, je sais que j'avais un pote qui avait fait ça, que à chaque fois, en fait, chaque semaine, ce qu'il dépensait en clope, il le mettait dans une boîte. Et à la fin de la première année d'arrêt, en fait, il avait acheté un truc avec tout l'argent qu'il avait mis dans la boîte. Ouais, c'est sûr, c'est une trop bonne idée aussi. C'est vrai que j'ai pas pensé à la dire. Et du coup, là, on a parlé de tout ce qui était positif. Est-ce que toi, depuis que tu as arrêté de fumer, en fait, t'as vu des choses négatives ou pas? Déjà, le début, l'irritabilité, elle est... j'étais à cran surtout. Avec ma femme, ça allait. Avec les patients, ça allait. Mais je sais qu'avec mes potes, j'étais irritable surtout. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un mot de travers, ça m'énervait. Je montais dans les tours et bah après, mais souvent je gardais ça pour moi, mais je sais que je pouvais m'énerver beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que bah forcément j'étais entre guillemets un peu frustré, etc. Donc j'étais irritable au possible. Et alors ça a duré un certain temps, hein. Ça a pas duré forcément très très longtemps, ça a duré le premier mois surtout. Et après derrière c'est passé. Et après c'est juste le côté social des fois qui est dur. Premier été a été dur parce que les apéros sur les terrasses, le côté où je fais des barbecues aussi avec les potes, etc. Où t'es tout le temps dehors et en fait bah avant moi je sais que j'avais tendance à garder le paquet à la main et du coup quasiment la clope à la main toute la soirée. C'est les premiers ont été vraiment durs, les premières terrasses ont été vraiment dures, donc c'est pour ça que je trouve que le mois de novembre est bien parce que ça te permet de faire novembre, décembre, janvier, février où en général c'est pas là où tu passes beaucoup de temps dehors. Et même mars parce qu'en général il fait pas forcément hyper beau, donc ça te laisse quand même 5 6 mois avant le printemps, et je trouve que le mois a été hyper bien choisi par rapport à ça.
Mais ouais, c'est vrai que c'était ce côté convivial ou même, voilà, quand je disais, bah, des fois, ils vont fumer et toi, tu te dis, bon, bah, faut pas que j'y aille parce que sinon, je vais avoir envie. Maintenant, ça, j'ai passé ça. Maintenant, je sais que quand j'ai des potes qui vont fumer, par exemple, sur un balcon et qu'on était à l'intérieur, je sors avec eux, je continue la discussion avec eux et ça me gêne pas de sortir avec eux, alors que moi, je fume pas, quoi. Sur ça, tu sens que tu as passé un cap alors que la première semaine, du coup, ça t'aurait été impossible. Ah bah non, j'aurais demandé une clope à quelqu'un, hein, c'est sûr. Ou je l'aurais piqué ou je l'aurais volé, mais c'est sûr. C'est sûr que j'aurais pas pu tenir la première semaine, faire ça, sortir avec eux et les regarder fumer pendant que moi je suis en train de vouloir ça à tout prix. Non, non, c'était tout simplement impossible. Et est-ce que tu en avais du coup forcément parlé avec tes potes et bon, ta femme était au courant. Est-ce que tu en as parlé à plus de tes proches? Est-ce que les patients étaient au courant? Comment est-ce que toi tu l'as vécu? Parce qu'on voit que l'environnement social du coup joue beaucoup. Est-ce que tu conseillerais plutôt d'en parler? Non? Si, je pense qu'il faut en parler parce qu'après, comme ça, les gens, ils peuvent aussi te soutenir, ils peuvent faire attention un peu plus à toi, etc., etc. Moi, je sais que ma mère, quand je lui ai dit, en fait, ma mère, elle me poussait déjà vachement à le faire. Elle m'avait parlé plusieurs fois, quand est-ce que t'arrêtes de fumer? Elle n'avait pas forcément été hyper insistante parce que c'est pas son caractère, mais je sais qu'elle en avait quand même parlé plusieurs fois. Et après, mes patients, en fait, la plupart ne savaient même pas que je fumais quand j'ai arrêté de fumer. Parce que je faisais toujours attention à pas sentir, je faisais toujours attention au niveau odeur, etc., etc., mais niveau haleine aussi, à pas sentir. Donc en fait, quand certains, je leur en parlais, ils me disaient, ah bon, bah tu fumais, j'avais jamais senti pourtant et tout ça. Donc les patients, pas forcément, j'avais pas forcément partagé ça avec eux. Par contre, beaucoup plus, ouais, avec bah, la famille et les amis proches, ouais, c'est sûr que ça, par contre, c'est vraiment hyper important pour avoir un peu de soutien en plus, quoi. Ouais, et puis qu'ils puissent comprendre aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, une petite partie des fois d'irritabilité ou quoi, qu'ils le prennent pas pour eux et qu'ils sachent que tu es juste en train de mener un chemin qui vaut le coup d'être mené selon moi. Ce que je leur disais, c'est je suis juste en train d'en chier, donc faut juste être un peu indulgent et après je m'excuserai à la fin pour tout ce que j'ai dit. Je suis même pas sûre qu'ils t'en veuillent réellement, mais au contraire, je pense. Ma mère, c'est sûr et certain que elle, pour elle, c'est que du bon, hein. Ah beh, c'est sûr. Et est-ce que, par curiosité, dans tes potes, dans tes amis, est-ce que ça en a motivé certains à arrêter de fumer? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient essayé d'arrêter de fumer en même temps que toi ou non, tu étais vraiment tout seul à ce moment-là à vouloir arrêter? Alors j'ai ma femme qui a arrêté avec moi déjà. J'ai ma femme qui a arrêté avec moi parce que alors elle après elle était fumeuse occasionnelle, c'est-à-dire qu'elle fumait surtout en soirée et en fait elle se servait surtout beaucoup dans mon paquet. Donc forcément, si moi j'arrête, bah, l'endroit où elle pouvait se servir, c'était un peu fermé. Donc forcément, elle a arrêté et aussi, aussi bah, forcément pour m'aider. Bon, elle, ça a été beaucoup plus facile, même s'il y avait certaines soirées où c'était un peu plus dur pour elle quand même. Mais ça, pour elle, ça a été beaucoup plus facile. Moi, j'avais un pote qui avait arrêté sans se concerter. En fait, j'ai arrêté un an après lui, jour pour jour. Donc je sais pas si le 26 octobre, ça a quelque chose. C'est un de mes meilleurs potes. On a arrêté un an d'intervalle et sans se concerter. Moi, j'avais décidé ce jour-là et lui, il m'avait dit. Je savais qu'il avait arrêté tout ça, bien sûr, mais je savais pas la date exacte. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, bah t'as arrêté quel jour? Et en fait, on s'est rendu compte que c'était exactement le même jour. Donc ça, c'était hyper cool. J'avais un pote qui avait arrêté là, bon après j'ai plus trop de nouvelles de lui, mais je sais qu'il y avait un pote qui avait arrêté une semaine après moi. Pareil bah pour le mois sans tabac, il avait arrêté. Là je sais qu'il a repris, mais après non il y a pas forcément, à part ma femme, il y avait pas forcément beaucoup de monde à côté, autour de moi qui avait arrêté en même temps. Et est-ce que tu penses que ça peut être source de motivation de le faire du coup, bah, là à 2, en plus en couple? Même si peut-être comme tu l'as dit, des fois on a des niveaux, d'addiction qui sont différents et puis de consommation aussi, mais est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique? Est-ce que toi ça l'a été en fait? Est-ce que ça a pu t'aider ou pas forcément parce que tu étais déjà ultra motivé pour arrêter? Alors j'étais ultra motivé, mais c'est sûr que c'est quand même une aide. Après, pour moi, c'était pas une source de motivation supplémentaire, parce que je dirais plutôt que c'est un soutien supplémentaire. C'est-à-dire que comme on traverse la même chose, on peut se soutenir mutuellement. C'est-à-dire que quand il y en a un qui est pas forcément on n'est pas au même rythme, il y en a un des fois ça va aller et l'autre ça va être dur, donc l'autre va comprendre en plus que l'autre il est en train de traverser. Donc je sais qu'avec ma femme, quand moi j'avais envie, elle me soutenait et inversement. Donc même si c'était plus dans un sens que dans l'autre, c'est vrai que c'est vraiment un soutien supplémentaire et c'est surtout que c'est quelqu'un qui, on sait que c'est quelqu'un qui peut facilement se mettre à la place à sa place et assez ce qu'on est en train de vivre, etc., etc. C'est pas quelqu'un qui va donner des conseils comme ça à la volée alors qu'il sait absolument pas de quoi on parle. Et j'avais une autre question, c'était du coup tu nous as parlé des patchs, tu seulement utilisé en fait les patchs, il y a pas eu d'autres aides
que ce soit autant, du coup, je sais pas, des gommes, des comprimés, les inhalateurs, la cigarette électronique? Alors j'avais essayé une fois la cigarette électronique, mais juste par curiosité, et en fait j'avais pas du tout trouvé, j'avais pris aucun plaisir à ça. Et après gomme, j'en avais goûté une fois, j'ai cru que j'allais vomir. Donc clairement, ça m'avait vacciné contre ça. Non, après ouais, juste les patchs et essayer de m'occuper vraiment les moments où j'avais envie. Vraiment les deux choses que j'ai mis en place. Vraiment ça, vraiment essayer de m'occuper la tête le plus possible dès que j'avais une envie qui venait, occuper mes mains surtout parce que moi je sais que c'était même encore en ce moment des fois je sais que ça m'arrive de prendre un stylo et en fait de faire avec le mouvement du pouce de prendre le stylo entre l'index et le majeur et de faire avec le pouce comme si je faisais tomber ma cendre. Ça m'arrive encore des fois de me retrouver comme ça en train de faire ça comme mouvement. Donc je sais que j'avais besoin de m'occuper les mains et c'est vrai que le téléphone là-dessus on peut dire ce qu'on veut sur les smartphones mais là-dessus ça m'avait quand même vachement aidé où du coup je jouais ou comme je disais voilà j'étais sur Instagram ou sur en train de monter des vidéos voilà pour essayer de vraiment m'occuper au maximum la tête quoi. Et comment t'as su, parce qu'aujourd'hui tu mets plus de patchs, j'imagine, comment t'as su, à quel moment tu t'es dit: «C'est bon, j'ai plus besoin des patchs»? Est-ce que ça s'est fait progressivement? Est-ce que ça s'est fait du jour au lendemain? Alors moi j'avais 14 milligrammes, je l'ai gardé pendant 2 ou 3 mois. Après, je suis passé à 7 et en fait le 7 au début je le mettais tous les jours. Après il y avait des matins où en fait j'y pensais pas. Du coup bah quand j'y pensais pas et en fait au fur et à mesure je le mettais que les jours où j'y pensais le matin, où je me réveillais, où je me suis dit aujourd'hui il faut que je le mette. Mais en fait c'était plus devenu automatique jusqu'au jour où en fait j'en mettais plus et j'ai balancé le reste de la boîte une semaine ou 2 semaines après où je me suis dit c'est bon j'en ai plus besoin quoi. Donc ça a été vraiment très très progressif par contre parce que du jour au lendemain comme ça arrêter à la clope puis arrêter les patchs, moi je me voyais pas faire ça par contre. Ah non, non, mais ça, de toute façon, c'est chacun à son rythme aussi, hein. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est je pense que du coup, ton médecin t'avait mis sous patch, du coup, qui était de 14 heures, je crois, ou 12 heures, je sais plus. Mais pour du coup les auditeurs qui nous écoutent aussi, il faut savoir qu'il existe des patchs aussi de 24 heures. Ce qui fait que, par exemple, tu peux les mettre que les matins en sortant de ta douche, en fait, ce qui évite de potentiellement oublier d'en remettre un, qui toi, par exemple, dans ton cas, au bout d'un moment, ça changeait rien vu que t'avais peut-être pas eu plus envie et t'as pas refumé, mais pour les patients qui auraient un peu plus de mal, des fois les patchs de 24 heures sont plus intéressants sur ça, sur le fait de pas oublier d'en remettre un le matin en se levant, en fait. Moi je savais pas du tout qu'il y en avait des comme ça aussi. Ah, mais ça il faut se renseigner un peu et c'est pour ça que moi je trouve vachement intéressant, en fait, et je me rends compte que, en France, les 3 quarts des professionnels de santé, on n'est pas assez informés et que les patients aussi, quand ils veulent arrêter de fumer, en fait, ils ont pas, en fait, toutes les billes pour arrêter de fumer et du coup, il y en a beaucoup qui veulent arrêter de fumer mais qui ont pas les bons outils et moi, j'avoue que ça m'attriste un peu pour eux parce que je me dis: c'est comme si je te donne une belle voiture mais je te donne pas les clés, quoi». C'est un peu compliqué de la faire démarrer, donc déjà, essayons de donner les bonnes infos et les bons outils aux patients pour qu'ils puissent choisir, en fait, ce qui leur correspond le mieux et après derrière, s'ils arrivent toujours pas à arrêter de fumer, que c'est toujours une volonté, on va creuser, plus compliqué. Mais les 3 quarts du temps, les patients, on leur a pas donné les bons conseils, quoi et après on s'étonne qu'ils y arrivent pas. Donc c'est dommage, quoi. Parce qu'en tant que kiné, je pense qu'on peut le préciser aussi. Est-ce que là, comme ça, de tête, tu pourrais nous dire les avantages qu'il y a, en fait, à arrêter de fumer? Ou du moins, ce que le tabac peut faire sur notre corps en général? Bah, au niveau bronchique, au niveau cardiaque, au niveau artériel, au niveau cicatrisation des tissus, on sait très bien que ça a un impact énorme. On le voit bien, c'est pas pour rien que le tabac c'est un énorme facteur de risque dans beaucoup de pathologies. Donc c'est sûr que le tabac, il y a quand même énormément d'effets secondaires et d'effets néfastes par rapport à l'absence d'effets positifs. Donc non, c'est sûr que c'est facile à dire maintenant que j'ai arrêté, mais c'est vrai que quand on fume, les effets néfastes, on a tendance un peu à les minimaliser et à pas y faire attention du tout, quoi. Ouais, parce que c'est banalisé aussi. Moi, je vois, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, pendant mes études de kiné, on disait souvent: «Ah ben non, enfin, ça, ton facteur de risque, c'est le tabac», mais on n'insistait jamais sur ça, en fait Oui, et on le disait juste et c'est puis ça. même avec nos patients, des fois, des fois, on leur dit presque même pas parce qu'on se dit: «On va pas les embêter avec ça».
Alors moi, je suis pas pour embêter mes patients, hein, mais juste les informer. Moi, par exemple, mes patientes périnéo, moi, je sais très bien que ça fait partie de mes questions et que, par exemple, si elles fument, ça cause souvent une toux chronique qui est pas idéale pour le périnée et puis, comme tu l'as dit, pour la cicatrisation, surtout en postpartum, c'est pas le top, quoi. Donc j'essaie toujours de les informer: «Bon, je pense que vous le savez, mais c'est pas top pour ça» et le nombre de fois où j'ai des patients qui m'ont dit: «Ah bon, mais ça m'empêche de bien cicatriser?» enfin, et que ça a peut-être rempli un tout petit peu la boîte à motivation, pareil, je trouve qu'on a un petit rôle à jouer, en fait, sur ça, juste d'information, en fait. Bien sûr, hein, d'information et d'éducation quand même. C'est ça et surtout nous, en tant que kiné, je pense qu'on est une profession où on passe beaucoup de temps avec nos patients et du coup, ils se livrent facilement à nous aussi et du coup, si on peut les aider, c'est toujours bien. Je disais, ouais, on est quand même là, je pense qu'on est la profession paramédicale où on passe le plus de temps avec les patients, avec les infirmiers, où c'est aussi où ils sont, c'est très régulier, c'est peut-être moins longtemps à chaque fois, mais normalement, nous, on passe quasiment une demi-heure pleine avec chaque patient, ça, des fois 2 à 3 fois par semaine sur une pause, des fois des longues durées. Donc c'est vrai que, comme tu dis, ils ont souvent tendance à se confier à nous. On a souvent tendance à savoir des choses sur eux que souvent leurs conjoints ne savent pas, etc., etc. Donc on est quand même hyper bien placé pour les aider au mieux là-dedans, hein. Ah non, mais c'est sûr et moi, c'est ce qu'on fait que dire, par chez moi avec ce tabacologue avec qui je bosse, c'est qu'on trouve dommage que, en fait, la sécurité sociale peut nous former pour accompagner les patients, dans l'arrêt du tabac en tant que kiné, mais qu'on n'ait pas d'acte, exprès pour ça et que, soit, en fait, on prend les patients en dehors des séances, mais bon, du coup, on fait presque du bénévolat, ou soit on compte une séance, mais à la fois, enfin, le patient, il est quand même censé venir parce qu'il a un souci lui aussi. Et qu'il faudrait vraiment que ça soit un peu plus revalorisé, pour, du coup, les kinésithérapeutes qui ont envie de pouvoir aider les patients, en fait mais qu'on ait ce temps-là de disponible parce que comme tu l'as dit, on les voit des fois plusieurs fois par semaine et je pense qu'on est vraiment acteurs, autant nous qu'en effet les infirmières ou des fois les sages-femmes aussi qui suivent pendant la grossesse ou en postpartum. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils essayent enfin, si la lutte contre le tabac est vraiment un objectif, de santé publique et c'est de se dire que je pense que les paramédicaux, il faut nous booster là-dessus, quoi. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. C'est toujours la même chose, hein. Tant que tu mets pas les moyens à 100% sur une cause, c'est difficile d'avoir les résultats complètement en accord avec ce que tu voudrais, quoi. Après, ils ont augmenté le prix du paquet pour arrêter, et du coup, ça a quand même été vachement efficace. Mais c'est vrai que déjà, il y a des gens, préfèrent acheter leur paquet plutôt que de manger. Parce que ils sont tellement addicts que c'est une question de choix et le choix ils le font extrêmement rapidement par rapport à ça, quoi. C'est un peu compliqué. J'avais une dernière question pour toi, c'était s'il y a un auditeur ou une auditrice qui nous écoute et qui peut-être pas hésite à arrêter de fumer, mais tu sais, où on sent qu'elle est sur le point de basculer ou il est sur le point de basculer, qu'est-ce que tu aimerais, lui dire? Que quoi qu'il arrive, ce sera leur décision. Il n'y a pas de mauvaise décision, il y a toujours que des bonnes décisions. Même si ça marche pas le premier arrêt, c'est toujours on apprend de ses échecs, on sait après il faudra juste prendre le recul de savoir pourquoi on n'a pas réussi la première fois pour que la deuxième par exemple ça marche. Donc voilà, c'est vraiment essayer de faire un point sur soi-même et surtout essayer de trouver ses propres leviers, c'est-à-dire trouver sa propre motivation, trouver qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour essayer de lutter contre vos envies. Et c'est ça le plus important, c'est vraiment tellement personnel qu'après vous pouvez prendre de l'aide à droite, à gauche. Quand même essayer de vous faire aider au maximum par des professionnels de santé, par vos proches, etc., etc. Mais il faut surtout que vous êtes prêt vous-même à le faire, quoi. Moi, c'est vraiment là-dessus où j'ai attendu vraiment d'être prêt pour le faire. Et je pense que si j'avais essayé plus tôt, je pense que ça aurait été forcément un échec. Donc pour moi, le plus important, c'est vraiment d'attendre le bon moment et surtout, c'est le moment où on se sent vraiment prêt. Pour moi, c'est ça le plus important. Je te rejoins complètement sur ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton expérience ou sur quelque chose que tu aimerais dire?
Arrêtez de fumer, vous allez voir, la nourriture est très bonne. Et le vin aussi. Et le vin aussi, le vin rouge. Moi, j'aime pas le reste, mais le vin rouge est très bon aussi. Je te charrie. Mais à force, je crois que tous les gens sur Instagram vont croire que les kinésithérapeutes sont des alcooliques. Je pense à... Je sais pas, je crois que c'est Monsieur Clavicule aussi qui met souvent son verre de vin. Son verre de vin ou sa bière, ouais. Ouais, voilà. Mais c'est pas le seul, hein. J'ai pensé là de suite à Monsieur Clavicule, mais ce n'est pas le seul. Bref, bon, en tout cas, merci beaucoup Pierre d'être venu du coup nous raconter un peu ton histoire. Moi, je suis sûre que tu auras encore, je sais pas, dans 10 ans, tu pourras dire que ça fera 20 ans que tu auras arrêté de fumer. Ça sera top. Et du coup, si ça peut aider ne serait-ce qu'un ou une auditrice, je pense que les deux, on sera déjà ravis, quoi. C'est ça. C'est le principal, c'est déjà, si on peut aider à moins, ne serait-ce qu'une personne, ce sera déjà top. Ouais, donc merci beaucoup d'être venu sur Terre et je te souhaite du coup une bonne journée. Merci toi aussi et merci pour l'invitation. Bravo à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors que tu sois fumeur, ex-fumeur ou que tu n'aies jamais fumé de ta vie, on espère sincèrement avec Pierre que cet épisode a pu t'aider, ou tu as pu tout simplement en apprendre un tout petit peu plus sur le tabac et comment faire pour arrêter. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à consulter aussi le site tabac-info-service.fr et appeler directement le numéro 3989 pour contacter un professionnel de l'arrêt du tabac. Et si tu hésites encore à arrêter de fumer, je te conseille fortement de te faire confiance et de te prouver que le jeu en vaut la chandelle. Et n'hésite pas à partager cet épisode sur Instagram ou un de tes proches en nous mentionnant Tech Care Podcast. Et s'il te reste encore 5 minutes, n'hésite pas à noter directement ce podcast avec 5 étoiles sur iTunes. C'est ce qui aide réellement le podcast à se faire connaître et qui surtout me permet d'inviter des invités de plus en plus connus et reconnus. Allez, je te souhaite une belle journée et n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.